pédagogique. Pourquoi? Comment? C'est à toi. Merci Héloïse. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça a l'air d'être bon. Ok, donc l'objectif de cet atelier, donc, comme l'a dit Héloïse, c'était de vous présenter un petit peu comment faire des vidéos pédagogiques. Finalement, pourquoi en faire, dans quel cadre ça peut s'inscrire dans un dispositif d'enseignement. Et puis, rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Si j'ai envie de faire ce type de projet demain, comment je fais? Donc du coup, pendant la présentation, on va voir un certain nombre de choses. Donc voilà, quel type de dispositif est adapté à une vidéo pédagogique, pour quel type de contenu aussi ça peut bien marcher. Après, finalement, c'est quoi une bonne vidéo pédagogique? Autre question, quel type de format? Et on verra qu'il n'y a pas un format de vidéo, il y en a un certain nombre. Et puis, on verra aussi après les étapes de réalisation, donc voilà, la partie gestion de projet, et puis la fin, la diffusion, donc comment partager sa vidéo. Alors, première question, donc le pourquoi en faire, donc pour quel type de dispositif, et puis finalement dans quel cas c'est efficace. Alors, on pense souvent vidéo pédagogique, au SPOC, au MOOC, c'est des choses dont on entend pas mal parler. Mais finalement, pourquoi pas inscrire une vidéo pédagogique dans le cadre d'un dispositif d'enseignement en présentiel assez classique. Et donc, si on se dit, avant mon cours, à quoi peut servir une vidéo? Ça peut être un exercice intéressant de donner une vidéo peut-être d'accroche aux étudiants avant un cours pour amener une problématique qui sera après débattue pendant la classe. Ça peut être aussi une manière d'amener des notions théoriques qui sont relativement simples à appréhender. Et puis après en cours, on peut plus travailler sur de la pratique, sur des projets ou débattre sur un point du cours qui aurait pu poser des questions pendant la phase de visionnage à la maison. Autre possibilité, c'est de s'inscrire plutôt après le cours. Alors, à quoi peut servir une vidéo dans ce cas-là? C'est vrai que souvent, je pense que quand on est étudiant, il y a des moments où il y a des choses qui paraissent super claires quand on est en cours et il y a une phrase que dit le prof et ça permet d'éclairer, je sais pas, une équation ou quelque chose comme ça. Puis quand on est à la maison et qu'on se retrouve avec ces slides de cours, on se dit « Ah, mais en fait, j'aimerais bien pouvoir réécouter ». Donc voilà, ça peut être une manière, sur un point de cours qui pose des difficultés, d'avoir une explication que l'étudiant peut re-regarder a posteriori. Après, j'imagine que vous courez tous après le temps dans vos cours, donc ça peut être aussi une manière de faire une sorte de synthèse à la fin d'un cours que vous n'avez pas forcément eu le temps de faire, ou de traiter d'un sujet annexe, pareil, que vous n'aurez pas pu traiter pendant le cours et qui pourrait être intéressant aux étudiants de parcourir. De la même manière, pour vos examens, j'imagine que parfois vous souhaitez faire une correction, mais soit vous n'avez plus d'heures de cours après l'examen, ou pas forcément le temps parce que vous devez passer à d'autres sujets. Ça peut être une manière d'apporter une correction, peut-être pas sur l'ensemble de l'examen, mais sur quelques points de détail où vous avez pu voir qu'il y a eu une compréhension inégale parmi les élèves. Et puis, dernière idée, quelque chose d'un petit peu différent, pourquoi pas utiliser la vidéo comme un moyen d'évaluer vos étudiants. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait dans différents parcours, par exemple les Exec Masters Management de la formation font une vidéo qu'ils délivrent à leurs enseignants, donc voilà, un peu une sorte de jeu de rôle. Donc ça peut être aussi une manière d'évaluer. Et puis, dernier aspect, pourquoi pas finalement utiliser une vidéo pendant son cours. Alors, à voir comment ça s'adapte en fonction de vos disciplines d'enseignement. Pour ma part, c'est vrai que je viens plutôt des sciences de l'ingénieur et c'est vrai qu'en maths, parfois, avoir un graphique qui s'anime, voir comment les paramètres d'une équation vont influer sur une courbe, sur quelque chose comme ça, c'est parfois beaucoup plus parlant que de dessiner un graphique au tableau ou de juste avoir une image fixe. Donc voilà quelques idées de comment une vidéo peut s'inscrire dans un dispositif en présentiel. Et puis, bien entendu, une des applications, je dirais, des vidéos pédagogiques aujourd'hui, c'est dans un dispositif à distance. Donc, dans le cas des MOOC et des SPOC, alors il y a des nouveaux termes aujourd'hui, les CLAR et les CLOM, si vous voulez traduire ça en français. Je vous laisserai chercher la définition parce que je l'ai oubliée. Et puis, donc voilà, aussi ça peut être finalement sans penser à un plus grand nombre, donc à l'extérieur de l'établissement. Mais si vous avez une maquette qui est revue, que vous vous rendez compte qu'il y a un cours qui n'a plus forcément autant de nombre d'heures que précédemment, peut-être que ça peut être l'occasion de traiter cette partie de cours ou cette thématique-là sous la forme d'une vidéo pédagogique. Bon, et puis là, donc, on a parlé beaucoup de la population et finalement des apprenants.
mais ça peut être aussi une opportunité sur un cours que vous donnez peut-être depuis un certain nombre d'années, de le déconstruire, parce que c'est vrai que voilà, pendant la phase de scénarisation, on se pose pas mal de questions. Comment est-ce qu'on séquence les choses? Comment est-ce qu'on les ordonnance? Comment faire que chaque module soit un peu indépendant les uns des autres? Donc ça peut être voilà, une manière de revisiter un peu ces enseignements, de les réordonnancer et puis voilà, de donner un nouvel élan. Et puis je vous propose aussi une dernière application possible, c'est de former ses pairs. Donc je ne sais pas si vous avez vu passer cette petite news, je crois que c'était dans la newsletter de décembre, quelque chose comme ça, de Dauphine. Donc la direction financière a fait un SPOC, qui est destiné à tous les gestionnaires financiers de l'université. Et donc l'idée de ce SPOC, c'est donc sur la mise en place de la gestion budgétaire comptable. Donc voilà, et c'est donc pour permettre aux gestionnaires financiers d'appréhender ces nouvelles pratiques. Donc ça peut être aussi une manière de faire. Donc le pourquoi en faire en 2 mots, dans quel cas c'est adapté. Disons que la vidéo pédagogique, je ne sais pas si vous regardez des vidéos sur YouTube, mais il y a énormément de tutoriels de comment faire ci, comment faire ça. Et c'est vrai que ça se prête plutôt bien à montrer une sorte de savoir-faire, en tout cas un contenu qui est assez dynamique. Donc quand il y a un raisonnement ou un mécanisme, où finalement, par rapport à juste une lecture, le fait que ce soit en live, ça apporte quelque chose pour la personne qui va la regarder. De la même manière, en mathématiques ou en informatique, utilisation d'un logiciel par exemple, je ne vois pas trop comment on peut apprendre un langage de programmation avec des slides. Souvent, c'est en faisant qu'on apprend. Et donc, voir quelqu'un faire, ça permet aussi de savoir faire. Ensuite, c'est assez adapté, bien entendu, si ça va être une vidéo que vous allez pouvoir réutiliser et réinvestir régulièrement. Donc voilà, vous le verrez dans la suite, il y a quand même un coût, un certain investissement pour faire une vidéo. Donc c'est quand même intéressant que ce soit un dispositif que vous allez pouvoir réinvestir et utiliser, peut-être dans différents parcours, en tout cas dans différentes années. Ensuite, comme c'est assez bien pour un raisonnement, un mécanisme, c'est assez adapté pour des choses qui sont complexes, donc où finalement, par rapport à un texte, on va avoir une vraie plus-value d'avoir une explication. Et puis, c'est aussi adapté pour des contenus qui seront consultés de manière asynchrone. Donc voilà, par exemple, au CIP, il y a pas mal d'utilisateurs de la plateforme MyCourse. Et puis, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément besoin, par exemple, pour un étudiant, de déposer un devoir au même moment dans l'année. On ne pourrait pas former tout le monde à ça au même moment. Mais avoir une petite vidéo courte que les gens peuvent consulter au moment où ils en ont besoin, c'est plutôt assez adapté. Et puis, du coup, le pendant, c'est que ce sera moins adapté si votre enseignement est très contextualisé. Donc voilà, si c'est par exemple lié à l'actualité, où là, du coup, l'investissement de faire une vidéo ne sera pas forcément rentable par rapport au nombre de fois où vous pourrez l'utiliser. Et puis aussi, quand c'est quelque chose d'assez simple, il ne faut pas oublier que quand on regarde une vidéo, on met plus de temps que quand on lit un texte. Donc quand c'est des choses qui sont assez simples, faut peut-être plutôt penser à faire une infographie, à faire un schéma, mais en tout cas, peut-être que l'apprenant sera, un peu trop passif devant la vidéo si c'est quelque chose qui ne nécessite pas une charge cognitive assez intense. Donc voilà quelques idées, mais bien sûr, rien n'est figé et on peut bien sûr discuter. Du coup, on a parlé un peu de dans quel cas c'est adapté. C'est quoi une bonne vidéo? Alors, je pense qu'il y a plein de règles. Après, ça dépend bien sûr de la personne qui présente, de plein de choses. Mais voilà, on voulait vous proposer un peu quelques idées là-dessus. Alors, première chose, une vidéo que l'apprenant va regarder jusqu'au bout, c'est une vidéo qui est courte. De la même manière, si vous regardez des vidéos sur Internet, on a tendance à très vite zapper. Donc là, on met des minutes, mais 5 minutes, c'est presque plus un idéal. Ensuite, c'est bien que le titre soit lié au contenu présenté et qu'il soit incitatif, donc on ait envie de regarder. Ensuite, bien entendu, il faut que le contenu et le vocabulaire utilisé soient assez adaptés au public. Donc dans la phase de cadrage, c'est important de se demander qui va regarder pour pouvoir adapter son vocabulaire à ça. Bien sûr, pareil, dans la phase de cadrage, on s'intéresse aux objectifs pédagogiques. Donc une vidéo doit avoir un, voire des objectifs. Mais c'est important de bien les voir parce que ça permet rétrospectivement de se dire qu'est-ce qu'on va présenter dedans.
Bon, et puis bien sûr, il faut que le message soit clair, qu'il soit structuré, qu'il soit illustré et que le contenu soit assez attractif, qu'on ait envie de regarder. Donc on peut penser à des animations, à des pictogrammes, enfin des choses qui vont illustrer et pas forcément avoir que du texte. Il faut bien entendu que l'attention de l'apprenant soit assez guidée. Donc voilà, pas forcément mettre trop de choses sur l'image, mais voilà, avoir parfois quelques mots-clés, quelque chose qui vont permettre de guider l'attention. De la même manière, il faut que ce soit assez interactif. Donc voilà, que ce soit dans la parole, peut-être interroger l'apprenant pendant la vidéo, ou en tout cas au début, bien poser les problématiques, ou peut-être annoncer, alors ici, on va essayer de résoudre tel problème. Donc voilà, essayer d'adapter le contenu. Et puis, bon, ça, c'est des choses assez classiques, mais avoir un rythme de parole assez lent, avec une tonalité variée qui donne envie de regarder, et puis avoir quelque chose d'assez sobre. Donc ça, je l'ai un peu déjà dit, pas avoir trop de choses à l'écran en même temps. Donc voilà, c'est quelques idées. Il y en a sans doute plein d'autres, mais ça donne déjà quelques éléments. Du coup, plutôt que de vous faire des slides là-dessus, donc on s'est dit que ce serait pas mal de vous montrer quelques exemples de vidéos pédagogiques. Et du coup, pour ça, qu'une d'elles, je vais vous poser une petite question. À votre avis, est-ce que c'est une vidéo qui a été faite à Dauphine et pour Dauphine ou pas? Monsieur Dauphinois loue un appartement 500 € par mois. Il s'agit d'un contrat de bail. Monsieur Dauphinois a acheté un ticket de métro. Il s'agit de la conclusion d'un contrat d'entreprise, un contrat de transport. La société Gratin vient d'engager Émilie en qualité d'assistante pour un salaire de 1 500 € par mois. Il s'agit d'un contrat de travail. Pierre, lors d'un match de rugby, a donné un coup de boule à Martin. Il s'agit d'une faute. Monsieur Dauphinois loue un appartement. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, qui dit Dauphine? C'est notre collègue qui parle. Ah ouais, c'est facile. Bon, voilà, exactement. Il y a puis des éléments de langage. Donc, vidéo réalisée par Isor, qui est ici. Et donc voilà, qui est un peu au format Khan Academy. Donc, on va avoir quelque chose d'assez dynamique. Donc, on peut même envisager d'avoir l'enseignant qui va écrire, qui va faire, par exemple, sa démonstration en live, donc avec une tablette graphique, par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa pour illustrer, on va dire... C'est la main d'Isor. C'est la main d'Isor, vous pouvez reconnaître. Non, pas du tout. Elle n'est pas si poilue que ça, en fait. Donc voilà, donc ça, c'est une vidéo qui est disponible en libre accès sur MyCourse, si vous voulez aller les consulter. Un deuxième exemple. Social Media Manager, Community Manager ou CM pour les intimes, ce sont de nouveaux métiers apparus dans le secteur du web marketing. Leur mission, animer les réseaux sociaux pour le compte d'entreprise. Le CM est chargé de concevoir les publications et de les publier en suivant le planning et la ligne éditoriale prévue. Dauphine? Qui dit Dauphine? Eh bien si. Donc là, en fait, on est dans le cas plutôt d'une vidéo avec une post-production. Donc on le voit, donc il y a la personne qui a été filmée. Et puis donc après, on a incrusté un certain nombre d'éléments graphiques, donc des mots-clés, des pictogrammes. Et donc c'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'un SPOC qui s'appelle donc Blog SPOC sur comment créer son blog dans le cadre d'un apprentissage. Et donc, c'est un autre type de vidéo. Un troisième. Bon, là aussi, c'est quand même plus facile. Bonjour. Nous allons voir en 3 étapes comment évaluer les étudiants grâce à l'outil Examen, qui permet de créer des questions à choix multiples, mais aussi d'autres types de questions. La première étape est la création de l'examen. La deuxième est l'ajout de questions, et la dernière est la diffusion de l'examen. Avant la mise en place de tout examen noté en ligne, veuillez avertir le CIP. Dans votre espace de cours, choisissez dans quelle partie se trouvera l'examen. Allez sur le bouton Examen, puis cliquez sur Examen. Dans la partie Ajouter un examen, cliquez ensuite sur Créer. Bon alors, même si c'était pas en super résolution, non. Dauphine? Oui, Dauphine.
Bien sûr, Dauphine. Donc ce n'est pas la voix d'Isor, c'est la voix d'Antoine. Et donc voilà, cette vidéo, c'était donc un autre format où en fait on va filmer le contenu de son écran. Donc c'est vrai que c'est le type de format qui est assez adapté quand on veut se baser beaucoup sur des slides ou quand on veut par exemple faire des démonstrations ou qu'on veut montrer un logiciel. Donc c'est format tutoriel et ce qu'on appelle aussi screencast. Et la dernière. Arrivons-en au fait. Le monde est-il entré en déflation? Alors, une remarque. Le mot déflation, comme je le note, c'est un mot qui avait disparu du vocabulaire des économistes, des politiques, hein, des responsables politiques, et même des citoyens. Dauphine ? Dauphine. Bon, en même temps, il y avait des éléments de décor que vous pouvez retrouver. Donc voilà, c'était Joël Mettet dans le cadre des conférences de l'Université ouverte. Et donc voilà, donc c'est un peu un format différent où voilà, c'est carrément un cours ou une conférence filmée. Mais donc c'est un autre type de dispositif qu'on peut utiliser. Du coup, donc dans la suite, je vais me concentrer sur deux dispositifs en particulier. Donc le tournage avec post-production et puis le screencast. Donc parce que c'est vraiment, je dirais, les dispositifs les plus courants et ceux que vous pourrez être amenés à utiliser par la suite. Alors, la question du dispositif, c'est pas un jet de dés. Donc, voilà, en général, on fait une première réunion, une réunion de cadrage, donc, où un ingénieur pédagogique reçoit l'enseignant. Et puis, donc, on aborde un certain nombre de questions. C'est quoi le besoin? C'est quoi les objectifs pédagogiques? Quel est le public? Est-ce que c'est uniquement destiné à des étudiants de Dauphine ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et donc adressé à un public ouvert? C'est quoi votre planning? Donc voilà, à quelle échéance vous voulez avoir vos vidéos? Et puis, on parle aussi un peu de questions de budget. J'en reparlerai un petit peu par la suite. Et donc, à l'issue de cette première réunion, en général, on s'oriente vers un dispositif donc, qui va être peut-être plutôt le screencast, peut-être plutôt les vidéos avec une post-production. Donc je vais vous présenter un peu plus maintenant ces deux dispositifs. Alors le premier, le screencast. Alors, le principe du screencast, c'est quoi et c'est quoi comment ça se passe? En fait, donc, ça va être votre ordinateur. Donc, vous pouvez utiliser le vôtre sans souci. Et puis, on va rajouter un certain nombre de choses. Donc, vous aurez un micro et puis, si vous en avez besoin, éventuellement une webcam. Et donc, on va installer sur votre machine un logiciel. Donc, il en existe un nombre assez important, des libres, des payants, avec plus ou moins de possibilités. Donc, ça s'appelle un logiciel de screencast qui va permettre de capturer, pendant que vous êtes en train de faire votre cours et donc d'afficher vos slides sur votre ordinateur, ce que vous êtes en train de dire et ce qui s'affiche à l'écran et éventuellement la webcam. Donc ça va synchroniser en fait ces différents éléments et à la fin vous aurez une vidéo qui contient donc le contenu de votre écran, votre voix et puis éventuellement votre image. Donc voilà un petit exemple. Si vous faites des démonstrations sur Excel ou sur un autre logiciel, ça va capturer tous les mouvements de souris, tout ce que vous affichez, tout ce que vous cachez sur votre écran, vous l'aurez dans la vidéo. Donc, comment ça se passe pour le screencast? Donc, après l'étape de cadrage, en général, il y a une phase quand même de scénarisation de contenu. Donc, on essaie de vous poser les questions. Comment est-ce que vous découperiez vos séquences? Si vous avez déjà des slides, on peut éventuellement passer un peu de temps pour les redécouper ou pour les retravailler ensemble. Et donc, à la suite de ça, on va vous former donc aux outils, donc au logiciel de screencast. On va essayer également, donc en général, il y a personne technicien son qui va venir pour vous donner quelques bonnes pratiques sur comment bien prendre le son avec votre micro, comment s'enregistrer dans de bonnes conditions. Et puis, on a maintenant un ordinateur qui est dédié à ça. Donc, si vous le souhaitez, on peut vous prêter un dispositif complètement équipé. Et après, vous êtes autonome pour enregistrer vos vidéos. Donc, l'idée, c'est d'itérer un peu sur cette première phase. On va essayer de créer une première vidéo pilote dont vous êtes satisfait. Donc voilà, on peut vous aider sur rajouter quelques éléments d'incrustation au montage, couper quelques séquences. Et donc l'idée, c'est que vous soyez bien autonome, que vous soyez content du résultat. Et donc après,
on peut industrialiser et là, vous êtes libre pour produire les vidéos suivantes. Et donc après, bien sûr, la diffusion. Du coup, sur le screencast, quelques avantages, inconvénients. Bon, le grand plus, c'est que vous êtes complètement autonome parce que vous pouvez enregistrer de chez vous. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. En plus, vous maîtrisez pas mal, je dirais, le circuit entre la production, donc l'enregistrement et la diffusion. Parce que voilà, ça peut être en une journée, vous enregistrez et puis vous avez votre contenu qui est disponible pour être publié. Ensuite, même si c'est un dispositif qui semble restreint, on peut faire quand même pas mal de choses en screencast. On peut faire des démonstrations de logiciels, on peut montrer comment, j'en sais rien, faire une recherche sur une base de données, donc utiliser des démonstrations comme ça. On peut bien entendu utiliser du PowerPoint. Si on veut, on peut mixer des éléments qui sont juste du slide avec des éléments où vous parlez face à la caméra. On n'aura pas un résultat aussi léché qu'avec de la post-production, mais on peut faire un certain nombre de choses. Et puis, donc, on a un studio. Donc, si vous n'avez pas des bonnes conditions d'enregistrement chez vous, on peut éventuellement vous prêter le studio, où là, du coup, vous êtes dans un environnement sonore plutôt de très bonne qualité. Les côtés un peu plus délicats, c'est que voilà, souvent, on se dit « Ah, mais en fait, j'ai mes slides, j'y vais, je me lance, je m'enregistre ». En fait, pas complètement, parce que en général, quand on a juste ces slides devant soi, il y a pas mal de reprises, on ne va pas forcément avoir le bon langage très structuré tout de suite. Donc, même si on a l'impression que c'est quelque chose d'assez facile, il faut quand même se poser 5 minutes et se dire « Ok, alors qu'est-ce que je dis ? Est-ce que tout s'enchaîne bien, etc. » Un autre aspect, c'est que bien entendu par rapport au tournage avec post-prod, on a quand même moins de possibilités en termes de montage. Voilà, c'est une chose un peu plus limitée. Et puis, ça nécessite quand même d'être assez à l'aise avec ce type d'outils, parce que donc, une fois qu'on vous a formé, vous êtes autonome avec ces logiciels. Donc voilà, il faut se dire faut être à l'aise avec ça. Et puis, dernier point, donc voilà, on peut mettre le studio à disposition et c'est vrai que c'est important d'être dans des bonnes conditions, en particulier pour le son, quand on s'enregistre seul. Parce que, l'image, en général, c'est ce qu'il y a à l'écran, donc il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, le son, éviter les frottements avec les vêtements, éviter les bruits de souris, éviter les pages qui tournent. Il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser, qui sont assez désagréables après quand on l'entend. Donc voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut penser quand on choisit ce dispositif. Du coup, je vais vous parler de l'autre type de dispositif, donc, qui est le tournage avec post-production. Alors du coup, un peu les étapes. Donc on va avoir une phase de cadrage qui va être assez similaire à celle avec l'autre dispositif. Une phase de scénarisation, après un tournage. Ensuite, la partie post-production qui va être le montage, l'habillage et la partie mixage audio des vidéos. Avec un certain nombre d'itérations pour valider que le contenu est bien conforme, parce que là, ce n'est pas l'enseignant qui va faire, c'est une équipe audiovisuelle, et puis ensuite la diffusion. Donc je vais revenir un petit peu sur les différentes étapes. Donc, la scénarisation, désolée, c'est une petite diapo en trop. Donc la scénarisation, c'est vraiment une phase assez importante où on va passer pas mal de temps. L'idée, c'est que vous veniez nous voir avec un plan, éventuellement des slides ou des documents que vous avez déjà. Et à partir de ça, on va essayer de séquencer le contenu, donc vraiment de le découper dans des petites parties unitaires, on va dire. C'est aussi le moment où on va définir l'univers graphique. Donc, est-ce qu'on tourne dans le studio? Est-ce qu'on tourne, par exemple, à l'extérieur, dans une salle de classe, etc. Donc, si on tourne en studio et qu'il y a un certain nombre d'éléments graphiques, il va falloir écrire un storyboard. Donc, un storyboard, ça ressemble globalement à ça. Donc, ce que vous voyez, ce sont les différentes séquences. Donc, on a le texte de l'orateur. Et puis, on va avoir un certain nombre d'indications pour les équipes audiovisuelles derrière, qui vont leur permettre déjà au moment du tournage de savoir un petit peu dans quel environnement ils sont, de quel type de plan on va avoir besoin, et puis aussi des indications pour le montage. Donc s'il faut rajouter de l'habillage derrière, donc par exemple des mots-clés ou des graphiques, c'est ici que ça va être indiqué. Donc là, vous voyez, où suis-je? Ça ne marche pas ce truc.
Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Bon. Ouais, voilà, ouais, j'ai vu un halo, mais bon, bref. Donc, vous voyez dans la dernière case à droite, voilà, on a par exemple une référence d'une image, donc c'est là où on va faire le lien avec tout ça. Et puis, bah, vous voyez, il y a des choses de 2 couleurs parce que, en fait, il y a une première version qui est faite, et puis après, soit l'ingénieur pédagogique, soit donc la personne qui va faire le montage ou l'habillage dit ah, mais attention, ici, peut-être que ce graphique il est trop chargé, donc il faut peut-être changer et faire quelque chose de différent. Donc voilà, donc cette phase de scénarisation et d'écriture de storyboard, c'est un moment d'échange entre les différents intervenants pour que le jour du tournage, on arrive et que tout soit carré. Donc qu'on sache exactement ce qui va être dit et puis les différents éléments qu'il faudra ajouter. Du coup, je vous repasse la séquence, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Social Media Manager, Community Manager ou CM pour les intimes, ce sont de nouveaux métiers apparus dans le secteur du web marketing. Leur mission, animer les réseaux sociaux pour le compte d'entreprises. Le CM est chargé de concevoir les publications. Et donc là, on voit les différentes images donc, qui étaient indiquées ici et qui se trouvaient sur un PowerPoint. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Et donc c'est aussi sur la base de ce storyboard qu'on va faire la validation à la fin, donc s'assurer que la vidéo qui est livrée correspond bien à ces attentes-là. La phase suivante, c'est le moment du tournage. Donc si tout a été bien calé au moment de cette écriture de storyboard, normalement le tournage c'est assez rapide et efficace. Donc l'enseignant peut avoir un prompteur s'il le souhaite avec son texte. Et donc si le texte a bien été répété avant, en général en quelques prises, on arrive à avoir le contenu nécessaire pour la phase suivante. Ça que je voulais. Donc le tournage, oui, juste pour vous montrer. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un studio à Dauphine. Et du coup, donc je crois qu'on pourra aller le voir après. Mais on peut déjà faire une petite... si Internet décide que c'est OK. Ah, voilà. Alors, du coup, donc, pour vous montrer, on va repartir du début. Donc, ah oui, c'est ce fameux écran dupliqué. Voilà, bon, il m'a rouvert un truc, c'est pas grave. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'il y a une... donc voilà, on rentre, il y a une première petite salle. T'es sûr, Samir, tu veux pas commenter? Donc une première petite salle où du coup ça permet de foncer dans le mur, comme je suis en train de le faire là. Donc voilà, d'avancer. Alors, tac, pas facile, hein. Donc voilà, une première petite salle où on a un retour sur ce qui se passe dans le studio qui est par ici. Tac. Si vous avez la nausée, dites-le moi. Où on a aussi donc, un petit canapé et puis par ici, une petite loge avec un miroir, un lavabo, des toilettes pour se préparer, se maquiller, se mettre dans les bonnes conditions. Donc après, on arrive dans le studio. Donc où là, on a les rideaux, donc fond vert ou fond blanc, qui vont permettre après d'incruster. Donc voilà, différents éclairages. Donc là, c'est un dispositif, mais en réalité, on peut soit mettre un siège, que la personne soit debout, etc. On a pas mal de choix sur... Je le laisse vivre sa vie, en fait, parce que je ne suis pas complètement à l'aise, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on va essayer d'aller par... Ouais, c'est ça. Et donc, après, derrière, on a la régie qui est ici, où, donc, en général, les techniciens audiovisuels vont donc, régler l'éclairage, les caméras, etc., et le son. Bon. C'était une visite virtuelle. Vous pourrez faire la visite réelle tout à l'heure. Alors, donc, à l'issue du tournage en studio, donc, va arriver vraiment le travail de post-production et de validation. Alors la post-production, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est, mais du coup, donc, ça va être le montage, l'habillage et le mixage audio.
Alors, juste pour vous expliquer les différentes étapes qui m'ont été expliquées récemment. Donc, le montage, c'est la phase où, en gros, on va prendre toutes les prises, tous les enregistrements, et puis on va garder uniquement les bonnes séquences. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un résultat magnifique, c'est juste de s'assurer que le contenu correspond à ce qu'on veut qui correspond au storyboard. Et donc, à l'issue de ça, on va avoir ce qu'on appelle l'ours. Et donc, il n'est pas très beau encore, parce que la vidéo n'est pas parfaite. Mais disons que l'idée à cette phase, c'est de s'assurer qu'au niveau du dialogue, en tout cas au niveau de ce qui est dit, c'est conforme à ce qu'on attend, qu'il n'y a pas d'oubli, de correction, etc. La deuxième phase, donc, cet ours va être envoyé soit à l'enseignant, soit à l'ingénieur pédagogique pour une première phase de validation. Donc ça, en général, on utilise pas mal la Dauphine, donc cette plateforme qui s'appelle Whipster, où du coup, donc, vous voyez tous les petits points bleus, donc ça va être des annotations pour le monteur, donc pour lui dire « Ah, attention, là, il y a une reprise, donc coupe telle et telle séquence ». Donc, une fois que cette phase-là est faite, on renvoie au service audiovisuel. Et donc là, il y a une deuxième phase qui arrive où c'est la phase de l'habillage. Donc c'est là où on va rajouter tous les éléments graphiques. Donc ça peut être des animations, ça va être par exemple le jingle Dauphine au début, des bandeaux avec le nom et la fonction de l'intervenant. Donc c'est vraiment tout ce qui se superpose en fait sur la vidéo. Ensuite, deuxième phase de validation, où là, du coup, on ne va plus vérifier le texte, mais on va vérifier que tout s'insère bien, que les éléments apparaissent au bon moment, etc. Et puis, donc arrive enfin la partie mixage audio, où donc là, c'est tous les aspects d'égalisation, de compression du son, de s'assurer que les niveaux sont bien conformes aux normes d'écoute, etc. Et donc, c'est une dernière phase. On va aussi rajouter, si j'en sais rien, il y a des parties de son, des petits jingles audio, des choses comme ça. Et donc, à l'issue de cette phase de mixage, ça va retourner, ça va être réintégré dans la plateforme de montage. Et on va avoir la version finale qui va nous être livrée. Donc voilà, il y a un certain nombre d'étapes pendant la post-production. Et puis, après, il y a la phase de diffusion. Et donc, j'en parlerai un petit peu plus après. Du coup, avantage, inconvénient, on a parlé du screencast, faisons la même chose pour le tournage avec post-prod. Je pense qu'un des avantages, c'est la richesse des formats. On peut faire vraiment pas mal de choses. On peut être à l'extérieur, on peut être dans une salle de classe, on peut être dans un studio. Le résultat est souvent de très belle qualité. C'est assez léché. On a un résultat vraiment très professionnel qu'on n'arrive pas forcément à avoir avec le screencast. Un des atouts qu'on a ici, c'est qu'on a des équipes et des équipements à disposition. Et ça, tous les établissements ne l'ont pas, donc c'est vraiment un grand atout qu'on a. Après, sur les côtés un petit peu plus délicats, finalement, comme pour le screencast, il y a un travail de scénarisation qui est assez important en amont. Donc l'écriture des storyboards, ça prend du temps. Il faut déjà redécouper son contenu, parce que quand on a un cours d'1 heure et demie, comment le découper dans des séquences de 5 ou 10 minutes, ça prend du temps de se reposer ces questions-là. Et puis après, il faut trouver les éléments graphiques. Il faut s'assurer, par exemple, que les images qu'on veut utiliser sont libres de droit. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire au moment de la scénarisation qui sont assez longues. Ensuite, du coup, ces deux aspects sont assez liés. Donc, c'est un circuit forcément plus long qui mobilise un certain nombre de personnes, de ressources et d'équipements. Donc, c'est vrai que quand on se lance, il ne faut pas s'attendre à avoir sa vidéo une semaine plus tard parce que les équipes et les équipements ne sont pas forcément disponibles. Et puis, forcément, il y a tout ce travail de validation au moment de la post-production qui prend inévitablement du temps. Et puis, dernière chose, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à la base, mais il faut quand même être à l'aise devant la caméra. Souvent, on s'en rend compte un petit peu le jour J quand on se retrouve dans le studio. Mais si d'emblée, vous ne vous sentez pas forcément prêt à cet exercice-là, il y a d'autres solutions que ce type de tournage qui peuvent être utilisées. Et donc, à ce titre, une demi-annonce. Donc, notre service RH est en train de travailler sur des formations pour justement apprendre à être plus à l'aise pour la prise de parole en public et notamment devant une caméra. Et donc, toutes les personnes qui veulent faire un MOOC auront la possibilité de suivre ces formations-là. Donc, je crois que c'est en préparation, ce n'est pas encore officiel, mais voilà.
ça y est, on a notre vidéo, elle est prête, elle est magnifique, diffusons-la. Donc alors, les plateformes de diffusion, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Ça va dépendre plusieurs choses de est-ce que vous voulez que le contenu soit uniquement disponible pour les étudiants de Dauphine ou que ce soit ouvert à l'extérieur? Est-ce que vous voulez que ce soit disponible tout le temps, ou là c'est un peu quelque chose en libre accès, ou plutôt que ce soit séquencé dans le temps? Donc là ce sera plutôt la plateforme Fun, qui est la plateforme de MOOC français, où du coup votre vidéo sera visible pendant la durée du MOOC. Donc MyCourse, c'est pour l'instant la plateforme qu'on utilise pour diffuser les SPOC de Dauphine. YouTube, selon que la vidéo sera référencée ou non, quelqu'un qui va chercher votre vidéo va la trouver ou pas. Canal U, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la vidéothèque de l'enseignement supérieur français. Donc n'importe qui peut déposer une vidéo. Et puis, on pense à la diffusion, mais aussi il faut penser au référencement. Donc c'est toujours bien, si vous voulez que votre vidéo soit vue par le plus grand nombre de personnes, qu'elle soit référencée par plusieurs canaux. Et donc il y a par exemple au Neige, une université numérique thématique en économie-gestion, qui peut être un bon moyen de référencer votre vidéo pour que des gens qui soient extérieurs à l'université puissent la consulter. Autre point auquel il faut penser au moment de la diffusion, c'est l'accessibilité. Donc aujourd'hui, pour tous les contenus en ligne, on devrait rendre ces contenus accessibles aux handicapés, donc notamment aux personnes malentendantes. C'est en particulier vrai pour les MOOC. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en général à la fin du projet. Une fois qu'on a la vidéo finalisée, il y a des outils qui vont faire une transcription automatique, mais il faut quand même prendre un petit peu de temps pour corriger, parce que c'est pas parfait, comme tout ce qui est automatique. Donc voilà, donc pareil, quelque chose à prendre en compte quand on veut diffuser ces vidéos au plus grand nombre. Du coup, quelques éléments très rapidement sur la partie gestion de projet, parce que j'en ai pas parlé pour l'instant. Première chose, c'est l'équipe projet. Donc j'ai parlé de différentes personnes pendant la présentation. Donc c'est vraiment un travail, c'est vraiment un travail d'équipe, en particulier quand on travaille avec de la post-production. Donc bien entendu, il y a l'enseignant qui est au cœur du dispositif. L'ingénieur pédagogique, lui, il va être un peu le couteau suisse, donc il peut faire un peu de planification, il va vous aider dans la partie surtout de scénarisation des contenus pédagogiques. On peut trouver des animations, des images, des choses comme ça qui vont supporter votre contenu. On intervient également pas mal dans la phase de validation pour s'assurer que ce qui est livré correspond à ce que vous allez attendre. Et puis pour la diffusion, donc on peut mettre en ligne les contenus pour vous. Je pense que je vous ai montré dans la phase de post-production que il y avait un travail aussi important des équipes audiovisuelles. Donc on ne connaît pas forcément bien les métiers, mais il y a des cadreurs, il y a des monteurs, il y a des personnes qui s'occupent plutôt du son. Donc il y a plein de métiers différents qui sont impliqués dans le cadre de ce type de projet. Et puis, selon le type de projet, on pourra aussi avoir affaire à des personnes qui vont faire de la communication. Des community managers qui vont communiquer justement sur le fait que ces vidéos sont disponibles. Et puis, il y a un certain nombre d'aspects juridiques à regarder sur les droits d'auteur, les droits à l'image, etc. Sur si on utilise des images, est-ce qu'elles sont libres de droit. Donc il y a ces aspects-là aussi auxquels il faut penser. Sur la répartition du temps, je pense que d'après ce que j'ai dit, vous pouvez vous en douter un peu. C'est vraiment, pour vous donner une idée, il n'y a pas vraiment, si vous mesurez, ce ne sera peut-être pas exactement le temps passé. Mais les deux grosses phases qui prennent du temps, c'est la phase de scénarisation et la phase de post-production. Finalement, le tournage, ça peut être assez rapide à partir du moment où tout est bien cadré. La diffusion, selon qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre en place sur la plateforme de diffusion, ça pourra prendre un peu plus de temps. Mais ça vous donne un peu une idée de là où il faut prévoir pas mal de temps. Et puis, dernière question, les sujets qui fâchent. Donc, les budgets. Alors, on se dit que finalement, quand on fait une vidéo, on peut avoir des dispositifs où ça va pas coûter très cher si on fait sa petite vidéo avec son logiciel de screencast. Mais quand on est sur des productions un peu plus importantes, il faut penser du coup à la production. Donc, si les ressources ne sont pas forcément disponibles à Dauphine, faire éventuellement appel à des prestataires. Si on veut avoir un environnement graphique très léché, il faut peut-être avoir un graphiste. Si vous voulez faire sur votre machine, on va peut-être avoir besoin de matériel, si vous avez besoin d'une tablette graphique, de micros, etc.
Il faut penser aussi aux logiciels, si vous voulez avoir des logiciels particuliers. Et puis il y a la question de la rémunération des intervenants, donc soit pour les droits d'auteur, mais aussi si vous faites venir des personnes d'extérieur, voilà, il peut y avoir des frais divers, frais de transport, etc. Donc c'est bien d'en parler au début du projet pour voilà, être sûr que ça, c'est bien cadré. Et donc, alors, il y a différentes sources de financement. Ça peut être des appels à projets pédagogiques. Donc, PSL, ces dernières années, on a lancé un certain nombre, même si, pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité sur des nouveaux appels d'offres. La fondation aussi de Dauphine lance parfois des appels à projets. Et puis, donc, si vous êtes enseignant-chercheur, pour les projets d'innovation pédagogique, vous pouvez aussi avoir une rémunération en heures équivalentes aidées. Dans ce cas-là, il vaut mieux se mettre en relation avec votre département parce que c'est eux qui auront plus d'informations sur ce qui a été prévu. Bon, je crois que j'ai fini. Juste quelques mots pour conclure. Je pense que vous l'avez vu, il y a plein de formats et de dispositifs pédagogiques dans lesquels on peut faire des vidéos. Parfois c'est adapté, parfois c'est pas adapté. En tout cas, il faut toujours se poser la question de quel sera le coût par rapport aux bénéfices que je peux en tirer. Donc comment est-ce que je réinvestis? Est-ce que j'ai un public suffisamment large? Parce que voilà, ça nécessite un investissement. Et puis bon, vous l'avez vu, il y a déjà eu un certain nombre de réalisations faites à Dauphine. Donc il y a des équipes, des équipements qui sont là pour vous accompagner. Du coup, si vous avez des projets, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, voilà. Et bien sûr, si vous avez des questions, allez-y. On peut circuler. Oui, Anne-Claire Roquette. Je suis nouvellement arrivée sur la communication, donc la vidéo, c'est un vrai sujet. Peut-être pas sous un angle pédagogique, mais quand même un vrai sujet. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en interne, on a toutes les équipes pour tourner dans le studio, pour une vidéo classique. Le fond vert, c'est normal que ce soit pas bleu. Le fond du studio, Dauphine, c'est plutôt bleu. Ah, en fait, le fond vert, c'est juste pour pouvoir après incruster des choses dessus. Ah, d'accord. Donc, Okay. En fait, le fond, on le voit pas. D'accord. Et autre question, par exemple, sur la vidéo Community Manager, ouais. qui est assez intéressante, il y a un budget de combien pour avoir une idée, en fait, d'une enveloppe? Sans compter le temps passé par les personnes, évidemment. Mais... Ouais. Alors, juste pour vous donner une idée, donc sur Blogspoc, en fait, il y a eu un module qui a été réalisé par un prestataire extérieur. Donc, un module, c'est, je ne sais pas, Isor, combien de vidéos? 6? Il y en a... Ok. Ou peut-être sur Oreille, alors? Parce que... C'était des ressources internes, principalement... Je vais répondre parce que j'ai un petit peu plus suivi le projet Blogspoc. Donc les vidéos ont été réalisées en interne en fait avec le service audiovisuel. Et du coup, la production en tant que telle des vidéos n'a pas spécialement coûté d'argent. Après, je sais qu'ils avaient un budget pour leur projet, donc ils ont rémunéré leurs intervenants qui étaient parfois des intervenants extérieurs. Donc c'était plutôt sur ces aspects-là qu'il y avait eu du budget. Au département qui a organisé ça. Non, puisque c'est le fonctionnement après interne de Dauphine, le service audiovisuel, s'il est disponible. Il n'y a pas de facturation interne là-dessus. Non, on a un service commun. On ne facture pas. D'accord, c'est en prestation générale. Ouais. Oui, effectivement, c'est surtout si on fait appel à des prestataires extérieurs pour la partie production, où là, il peut y avoir des coûts supplémentaires. Mais après, voilà, en général, il faut faire des devis. Mais ouais, sur Oreille, je pense qu'il y a eu des... Mais bon, on pourrait vous redire à peu près combien ça représente. Ça consistait en quoi exactement? Combien de vidéos? Je peux plus dire que moi. Une trentaine. Une trentaine, ouais. De vidéos de combien de temps? De vidéos entre... 5 et 10 minutes, ouais. 20 vidéos de 5 à 8 minutes. Et alors, quel délai de réalisation? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un... Okay. On va dire pour une... Après, je vais peut-être me tromper, mais en règle générale, on est entre 6 et 18 mois de le moment où vous venez nous voir, vous venez voir le CIP, jusqu'à la mise en
en œuvre et en diffusion du contenu. Après, en termes de personnel, on est entre 2 et 18 personnes, avec les équipes d'ingénieurs pédagogiques, les enseignants, les équipes techniques, etc. Ça, ces 18 mois, c'était pour le tournage, la production de 30 vidéos. Oui. Ouais. Dès le moment où vous avez une réflexion et que vous tapez à la porte du CIP pour dire, voilà, j'aimerais créer... J'arrive avec un projet de 3 vidéos de 5 minutes. C'est ça. Donc ça peut prendre... Bah ça, après, ça, on va l'analyser avec le CIP pour définir la note de cadrage et donc du coup le planning qui va nous permettre de voir à peu près la durée. Mais par exemple sur Blogspock, on avait commencé 1 an avant et ça a été en termes de post-production, c'est 2 mois et demi à 3 mois de montage vidéo pour une personne qui était du coup moi le monteur. C'était 3 mois de temps plein pour réaliser la chose. Vous avez accès à Internet là ? Oui. Voilà. Vous pourriez aller sur YouTube. Absolument. Enfin, en fait, je vous dis ça, mais je suis pas sûre d'avoir accès à Internet. Ouais, je vais y aller après. Mais je pense que je suis pas connectée en fait. L'idée, la question, c'est après comment il fait ses vidéos. D'accord. Donc le but, c'est il y a un prof qui s'appelle Juris John. Donc quelle technique il utilise pour faire ses vidéos? Parce que là, il y a le screencast. Est-ce que c'est le screencast ou est-ce qu'il utilise iMovie en intégrant du PowerPoint? Je ne sais pas comment il fait sur un plan technique. Ok. Ça paraît assez simple. Enfin, c'est très très basique, mais... C'est comme il avait été précisé au départ. Juris John, ça s'appelle comme ça. J-O-N seulement. J-O-N seulement. J-O-N. Comme ça? Ouais. Ah oui, j'aurais dû faire ça. N'importe quelle vidéo. Comment il fait qui? C'est un YouTuber. C'est un YouTuber. Voilà, c'est un YouTuber. En fait, c'est ça, c'est un YouTuber. C'est Juris John, voilà. Il est sur toi, tu on va prendre un... Le 14 octobre 2016, le chroniqueur Jean-Michel Maire, membre de l'équipe Touche pas à mon poste, diffusé sur la chaîne C8, commet un acte... Celle-là? Ouais, prostitution. Un choix tout à fait... Les lois, les coutumes et la justice dans Game of Thrones trouvent-elles une inspiration dans la réalité? Ça, c'est une webcam, ouais. À découvrir. Et donc après, donc ça, c'est sans doute du screencast La prostitution est ou une incrustation. Bien entendu, les religieux de la foi des Sept la condamnent, et même socialement, c'est pas vu du meilleur œil. Mais les seigneurs et rois n'ont pas essayé de fermer les maisons closes, les bords. Le 14 octobre 2016, le chroniqueur Jean-Michel Maire, membre de l'équipe Touche pas à mon poste, diffusé sur la chaîne C8, commet un acte que le web qualifie désormais de dérapage. Salut et bienvenue à ceux qui rejoignent intéressant en termes de grossesse, de handicap et passer un peu la vidéo pour aller un peu plus loin pour voir petite fille d'un couple présente des éruptions cutanées. Voilà, là, comme ça, par exemple, là c'est le PowerPoint. Là. Ouais. Mais comment il a fait en fait pour mixer et son image et le PowerPoint alors effectivement, il a fait screencast, il fait PowerPoint. Ouais, c'est ça. Il utilise PowerPoint où il intègre de la vidéo, il fait l'inverse. Alors, en fait, dans le logiciel de screencast, vous avez différentes pistes. Donc, vous aurez une piste pour la webcam, une piste pour les slides, enfin, pour ce qui se passe à l'écran, je veux dire, et une piste pour le son. Donc, après, sur une séquence, vous pouvez dire « je sélectionne moi », et puis, sur l'autre partie, je sélectionne les slides. Et en fait, du coup, c'est ce que vous verrez à la fin. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le même, le même affichage pendant toute la durée. On peut sélectionner l'élément graphique qu'on veut avoir à un instant donné. Parce que dans un screencast, on peut avoir du coup éventuellement des vidéos extérieures. Aussi. Pas uniquement, Oui, oui, tout à fait. Après, on peut intégrer vraiment ce qu'on veut. Donc, on peut mettre bout à bout différentes vidéos. On n'est pas obligé en une prise d'avoir le résultat final. On va pouvoir, j'en sais rien, récupérer une autre vidéo qu'on a faite par ailleurs, l'intégrer dans le montage, même la superposer à un moment, la mettre juste dans un cadre
dans un slide. Enfin, ça, après, c'est vraiment du montage. Et donc, on peut le faire dans certains logiciels de screencast qui permettent de le faire, ou alors avec des logiciels de post-production, enfin de montage un peu plus avancés. Mais ça, c'est vraiment juste du montage, de choisir quelle piste, quel élément on affiche à un moment. Je posais cette question parce que dans iMovie, on n'arrive pas à faire ça. Alors, dans iMovie, on n'arrive pas à intégrer du PowerPoint. C'est bien possible, ouais, c'est bien possible. Mais donc, si vous êtes intéressé... Non, mais... Ouais, on peut faire des choses. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est peut-être vous envoyer une liste de logiciels, soit libres, soit payants, qui permettent de faire du screencast. Et si on veut être plusieurs sur la même vidéo, c'est plus compliqué? Non, pas nécessairement. Pour travailler ou pour... Non, pour être filmé dans plusieurs. Alors, donc, en studio, il faut juste le prévoir en amont. Et puis, en screencast, soit vous êtes tous les deux dans la même pièce, ou sinon, vous vous filmez chacun chez vous. Et après, il y a forcément un travail de montage qui est un peu plus conséquent, où il va falloir... voilà, si par exemple, c'est deux personnes qui se renvoient la balle dans un dialogue, ça risque d'être un peu plus délicat. Après, je ne sais pas si on peut mettre, par exemple, plusieurs webcams en même temps, qui, par exemple, une filmerait par là et l'autre derrière. Ça, après, j'imagine que ça dépend des logiciels et de ce qu'ils gèrent, quoi. J'ai répondu à peu près à votre question. On essaie de faire réaliser des vidéos par nos étudiants. On a vu qu'en passant par le studio vidéo, le problème, c'est que comme ils sont trop nombreux, ça risque de poser des difficultés. Donc, on essaie de faire des vidéos par eux-mêmes. Alors, évidemment, il ne faut pas que les étudiants aient à payer des logiciels, du matériel, etc. Donc, il faut, avec les moyens du bord. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut que le rendu soit quand même acceptable, parce que si le rendu n'est pas acceptable, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on voit que ça, c'est fait maison, mais pour les juristes, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est un peu le rendu qu'on attend. Ouais. Donc voilà, c'était la question de savoir comment on arrive à avoir un rendu à peu près comme celui-là. Ouais. Après, on peut en discuter après, mais on peut peut-être vous faire une petite procédure ou un truc comme ça que vous donnez à vos étudiants sur quel logiciel, comment faire. Ça peut être un moyen de les guider, en tout cas dans le choix des outils, etc., et comment les utiliser. Volontiers. D'autres questions? Tout le monde a faim, en fait. Si plus de questions, merci beaucoup. Donc voilà, s'il y a des points dont vous voulez discuter en aparté, n'hésitez pas à venir nous voir au CIP, bureau B418 à je sais plus combien. Et puis voilà. Et puis merci de votre attention. Ah oui, qui souhaite visiter le studio? Eh bien voilà, on peut y aller du coup, si vous le souhaitez.